Salut Julia. Salut les filles. Bienvenue en Street Style. Merci. Je suis très contente de t'avoir. Et moi aussi. Parce qu'en fait tu m'as renvoyé un message, tu avais déjà envoyé un premier message il y a un certain temps pour partager un témoignage qu'on avait publié sur Mademoiselle où tu racontais. J'ai raconté l'histoire géniale que j'ai vécue dans une agence de mannequins à Paris où entre guillemets j'ai vécu des violences verbales et où j'ai voulu dénoncer tout ça dans une lettre que j'ai appelée au service de la mode et que j'ai publiée entre autres chez Mademoiselle. Et donc c'est un témoignage qui a extrêmement bien marché sur Mademoiselle et que vous pouvez retrouver dans les liens de cette vidéo en bio. Non, ça c'est sur Instagram, en description. Voilà, je vais y arriver. Et du coup, on s'est dit que ça serait cool de faire un suivi un peu plus détente et un peu moins qui fout le seum avec le street style. Un peu plus souriant et moins dans les larmes. Et donc là, t'étais à Paris pour quelques jours. Voilà. Et donc on est grave contente d'avoir réussi à trouver un créneau pour faire un street style avec toi. Oui. Du coup, tu m'as dit que t'avais ramené des pièces d'un peu partout dans le monde et tout. Du coup, j'ai trop hâte. Donc oui, je me suis dit, je vais vous préparer un petit outfit sympa. Donc voilà, donc voici. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis mannequin. Je sais pas si on dit ça ou si on dit je suis dans le mannequinat. En tout cas, je fais du mannequinat depuis maintenant, de manière sérieuse, 1 an et demi peut-être. C'est assez flou pour moi encore. Parce que juste pour vous dire, j'ai pas commencé quand normalement on commence à 16 ans, 14 ans. Là, j'ai 26 ans, ça fait 1 an et demi que je fais ça. Donc on peut dire que je suis un peu hors des sentiers battus du mannequinat, je sais pas si ça se dit. Et j'écris aussi à côté, je suis un peu freelance writer. Et c'est pourquoi tu... Alors en fait, c'est toujours très vague avec moi et un peu obscur, mais j'écris ce pourquoi on a besoin de moi. Donc dans des sujets qui peuvent aller de la santé, pas trop compliqué, mais santé, design, lifestyle, nourriture, boisson. Donc c'est un petit truc on the side que je fais avec mon métier de mannequin qui est bien aussi pour l'esprit et penser à autre chose et parce que j'aime beaucoup écrire aussi. Et tu nous as dit tout à l'heure en off que tu avais fait une thèse sur la culture punk. Oui, alors en fait, je sais pas si je dis en ce moment ou avant, en tout cas, je suis basée à Montréal, je pense qu'on peut dire ça. Et même si je suis en ce moment à Paris après avoir été à Londres, mais je suis basée à Montréal où j'ai fait une maîtrise, ce qui équivaut à un master en France, en communication. Et en fait, j'ai écrit, j'ai écrit un mémoire. Mais en fait, c'est que les mémoires au Canada, c'est un peu plus une thèse, dans le sens où c'est pas 30 pages que tu rends 2 mois avant la fin de la remise. Ouais. Donc, c'est pas vraiment une thèse, c'est plus un mémoire, on va dire, un peu plus étoffé. Et j'ai écrit donc ce mémoire en 2 ans à peu près sur la culture punk canadienne et plus précisément à Montréal. C'est sur l'appropriation des codes identitaires de la culture punk de 1979 en 2015. Waouh, on peut retrouver en ligne. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu pourrais m'envoyer le lien? Oui, je peux vous envoyer le lien. Si ça vous je intéresse, sais pas si ça vaut encore le coup. Mais... dans les... Et donc j'ai écrit ça pendant 2 ans et demi et c'est à peu près à ce moment-là où le mannequinat a commencé pour moi, sans du tout être prévu. Ça fait super cliché, je suis désolée, mais j'ai jamais vraiment pensé pouvoir faire ça et pourtant on est là. C'était un truc que tu voulais faire depuis longtemps? Non, en fait, quand j'étais bébé, j'étais mannequin. Je fais des couvertures avec Alicia Casta et tout. Petit bébé mannequin. Je peux t'envoyer aussi les photos si tu veux. Et j'ai jamais vraiment pensé pouvoir faire ça. De 1, parce que juste, j'y pensais pas. Et de 2, parce que oui, certes, j'ai la grandeur nécessaire, mais étant dans des mensurations un peu plus, je vais faire attention à mes mots que j'emploie, des mensurations un peu plus larges que la moyenne des mannequins dans le monde, je pensais vraiment pas que c'était pour moi, que j'aurais une place pour moi en fait. Et aussi, dû à mon âge, je me suis dit pourquoi moi. Et finalement, I guess que la vie m'a montré le contraire. Et puis, je pense que j'ai toujours été assez ouverte aussi dans la vie à essayer de nouvelles choses. J'ai jamais vraiment eu de plan précis de carrière en me disant je vais faire telle étude pour arriver à tel job. C'était plus on verra. Et au final, ça s'est passé comme ça. J'ai rencontré des personnes à Montréal, des gens qui sont devenus mes amis aujourd'hui, avec qui j'ai commencé à faire des photos pour le plaisir, un peu pour me m'aérer l'esprit pendant mes sessions intenses de rédaction. Et en fait, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à shooter pour le plaisir en me disant oui, c'est vrai que je suis photogénique, pourquoi pas, c'est assez marrant. Et finalement, on m'a dit mais Julia, va voir les agences, si tu y vas pas, on ira à ta place. Et là, je me suis dit, je vais quand même y aller parce que bon. Mais j'y suis vraiment allée en me disant, c'est sûr que c'est mort, c'est sûr à 1000%. Et finalement, faux. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, du coup, c'est l'inverse. Ouais. Au départ, tu prenais des photos pour t'aérer l'esprit de l'écriture. Et maintenant, tu terres des photos pour écrire. Oui, j'ai jamais pensé à ça. C'est pas tous les jours facile. Hein. C'est pas toujours une vie dorée de diva. Il faut quand même mettre les choses comme elles sont. Mais c'est
un beau métier. Je trouve que ça me permet de rencontrer beaucoup de monde, généralement très sympathique, sauf une fois. Et, la fameuse sur Mademoiselle. Voilà, c'est ça. Donc des belles rencontres, des beaux voyages, puis après aussi du stress et de l'inquiétude, mais bon, ça va avec tout quoi. Comme dans la vie quoi. Comme dans la vie générale, Okay. Donc voilà. Trop cool, bah merci. On va commencer ce street style, tu voulais commencer par ton sac? Oui, comme ça je peux l'enlever. Ouais, allez, on commence par Alors, ton sac. ce petit sac, c'est un tote bag comme ça, avec un petit bonhomme devant et un petit bonhomme derrière. Et en fait, c'est moi qui l'ai fait. Je sais que ça n'a pas l'air d'être un super exploit, mais pour moi, ça l'est. Et en fait, j'étais à New York avec mon copain. Et il pleuvait vraiment énormément. Et on a vu un shop Muji. Et il y avait un atelier pour enfants de dessin sur tote bag. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait peut-être pas essayer? Et le mec a dit, OK, il n'y avait personne. Et j'ai fait ça et je suis hyper fière. Et parfois, on me demande où est-ce que je l'ai acheté. Et je dis que c'est moi qui l'ai fait avec des marqueurs. Donc, inspirez-vous-en. C'est facile. DIY tote bag. C'est mon petit tote bag que j'aime bien pour mettre un peu mon fourre-tout et on ne montrera pas l'intérieur. Okay. Je peux le balancer? Oui, tout à fait. Si tu veux que je le tienne, si tu veux. Non. Okay. Ensuite, ta merveilleuse veste. Alors ensuite, mon petit trench coat que j'aime beaucoup, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps à Londres parce que ça fait depuis 2 semaines je suis à Londres pour encore 2 semaines. En tout cas, je fais un mois à Londres pour tester un petit peu le marché là-bas et je me suis dit qu'il me fallait un petit trench coat parce que j'ai toujours voulu en avoir un. C'est pas un Burberry, mais bon, il est bien quand même et je l'aime beaucoup et je trouve qu'il va un peu avec tout et qu'il peut autant un peu rendre une tenue un peu moins classe, plus classe ou juste habiller tout simplement quoi. Tu l'as acheté où? J'ai acheté en fripe à Londres dans une fripe qui s'appelle Akita, près de Brick Lane. Voilà, c'est très précis. Vous êtes à Londres, on sait jamais, peut-être qu'on a des gens qui nous Oui, regardent. et ils ont plein de trench coats, du Burberry au pas Burberry, et ça vaut le coup, honnêtement. Il t'a coûté combien, cher? Il m'a coûté, je pense, 36 pounds, ce qui n'est pas cher et ce qui n'est pas très cher non plus. Mais en fait, j'ai dit que j'étais étudiante et j'avais oublié ma carte étudiante et que est-ce que je pouvais avoir le rabais quand même? Ils m'ont dit oui, donc... Sympa en plus. En espérant qu'ils ne comprennent pas le français. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en dessous de ce trench? Est-ce que je l'enlève ou je le garde? Non, vas-y, tu peux l'enlever. Alors du coup, oui. Après ça, ta pièce préférée sur toute ta tenue, c'est laquelle? Ma pièce préférée, ça va être mon t-shirt, je pense, que j'ai acheté il y a un peu moins d'1 an, je pense, à New York, quand j'étais là-bas pour quelques semaines. J'ai acheté à Brooklyn dans une friperie qui s'appelle Beacon's Closet, je crois, ou celle d'à côté, Urban Jungle, un des deux. En tout cas, je linkerai les trucs. Et je l'aime beaucoup. Il est super long. Il est aussi long que ma jupe, mais c'est juste que de mettre ça tout seul, je suis pas sûre. Donc il est juste là. Mais, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il se met bien l'été, l'hiver, avec un truc en dessous, pas de truc en dessous. Et je trouve, j'aime bien. Il est cool. Et derrière, il y a un truc aussi, non? Ouais, il y a un gros, un aigle, trop stylé. Motor. Donc je l'aime beaucoup. Motor Cycles, El Paso, Texas. Ouais, voilà. Et du coup, tu as une historique particulier avec les Harley Davidson ou juste pas du tout. Juste en fait, j'ai toujours aimé un petit peu les t-shirts de groupe, de rock. J'ai même eu un petit groupe de rock quand j'avais 15 ans. Ça s'appelait Les Puceaux Sauvages. Voilà. Oh my god. J'ai toujours un petit peu aimé ça. Et puis aussi mon mémoire, le punk, tout ça, le rock. J'ai toujours aimé un petit peu cette culture, grosso modo. Et j'ai juste aimé le motif. Je trouvais ça sympa. Et donc, je l'ai acheté $6. Économie, écologie, on adore. En dessous, ton sous-pull? Alors en dessous, c'est un petit sous-pull avec un petit col roulé que j'ai acheté au Japon il y a 1 an. Je suis partie pas pour le travail, pour juste des vacances avec mon copain 3 semaines. Et je l'ai trouvé dans une fripe à Tokyo. Et ce qui est assez marrant, c'est que les tailles de vêtements sont un petit peu différentes là-bas. Ça, c'est un L. Et bon, on va dire que c'est ma taille, mais ça pourrait pas être plus petit en fait. Donc je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il va très bien en dessous et j'aime beaucoup les rayures. J'ai beaucoup de rayures chez moi. J'aime bien ce petit combo qui va bien ensemble. T'as pas un côté breton pour aimer tant les marinières? Basque par contre, mais non. Mais il y a un truc qui me frappe, c'est que tu connais les fripes partout où tu vas. Tu cherches spécifiquement? Oui. En fait, ça fait quand même un petit bout de temps que je n'avais pas acheté dans un magasin classique. Parce que pour plein de raisons, écologie, économie. Et en fait, je me rends compte que mon style change beaucoup et que j'ai peu de pièces phares. Donc je me dis, tant qu'à faire, je vais acheter plus de vêtements moins chers, qui sont recyclés, que je vais par la suite soit vendre ou donner. Et c'est pour ça que dès que j'ai un petit pays, je regarde où sont les fripes, quelles sont les meilleures fripes. Je lis les avis, les moins chers, les mieux, tout ça. C'est mon petit temps de recherche dans le métro, dans les transports. Je regarde et parfois je me déplace 1 heure pour aller voir une fripe. Et j'aime beaucoup aussi le côté trouvaille, un peu pièce unique. Et surtout aussi de recycler des vêtements parce qu'on en a beaucoup trop.
Voilà. Et est-ce qu'à l'étranger, tu trouves des trucs un peu what the fuck, ou des fois tu te dis genre je trouverais pas ça en France ou aux États-Unis ou... Et la France, ça fait quand même un petit bout de temps que je suis pas restée longtemps, donc je sais plus trop. Mais c'est vrai que je pense que ça dépend aussi beaucoup qu'il s'agit de magasins vintage choisis avec des pièces vraiment qui ont été choisies par quelqu'un, ou si c'est un truc genre Emmaüs ou l'équivalent ailleurs. Donc quand c'est vraiment des pièces choisies, donc c'est un peu plus onéreux en général, mais tu peux trouver des trucs vachement disco pimpants avec des sequins partout, etc., etc. Mais après, je pense qu'il y a quand même, tu peux trouver un peu de tout partout dans toutes les fripes du monde entier. Et est-ce que tu joues un peu avec justement les styles que tu trouves dans les fripes, ou t'es plutôt assez sur un style défini, un peu rock? Je pense que j'ai une base de style un peu rock entre guillemets, mais je joue avec, par exemple, tu vois, j'ai un trench qui n'est pas forcément considéré forcément super rock, un peu plus classique, donc je joue un peu avec les styles classiques, moins classiques, modernes, un peu what the fuck parfois aussi, des trucs que je coupe, des crop tops, des sacs en perles que je fais moi-même, donc un peu un fourre-tout. Ouais, voilà. Mais c'est cool, c'est un bon moyen d'expression aussi. Voilà. Le style et les fringues. Oui. Tu veux que je continue? Allez, la jupe. La jupe, c'est le truc le plus boring de tout ce outfit. Hein. C'est une jupe H&M que j'ai achetée il y a fort longtemps. Et ce qui est assez marrant, c'est que je l'ai rabibochée. Je pense que vous ne le verrez pas parce qu'il y a le micro à cocher, mais en tout cas, je l'ai rabibochée parce qu'elle était beaucoup trop grande. Et comme je ne sais pas coudre, j'ai juste mis du fil blanc. Et c'est pas très beau, mais ça fonctionne. Donc c'est pas très intéressant. Quand je danse, elle s'écarte. Et quand je danse, elle pouf. C'est quand tu danses spécifiquement, tu t'es déjà retrouvée à poil avec cette jupe ou... Non, j'ai généralement quelques petits boutons par-ci par-là et hop, voilà quoi. Ok. Après, mon collant, c'est un collant. Collant classique. C'est un collant. Un collant noir, voilà, que j'ai acheté à Londres. Voilà. Et mes boots Doc Martens que j'adore. Elles ont l'air d'avoir vécu et en même temps d'avoir encore tellement d'années devant elles. Oui, mais c'est ça le problème avec ces chaussures, c'est qu'en fait c'est le modèle Jadon, je crois, Jadon, je sais pas comment on dit ça. Et c'est le modèle qui a en fait des plateformes au pied. Doc Martens, si tu m'entends, je suis pas très contente. J'ai appris en fait qu'il y a deux sortes de Doc Martens. Il y a les faits en Chine et faits en Angleterre. Et les faits en Chine sont forcément un peu moins robustes et se cassent beaucoup plus vite. Et ce modèle-ci n'est fait que en Chine. Et en fait, il est cassé, regardez. Vous voyez ça? Un trou dans ma chaussure. Oh non! Mais c'est peut-être dû aussi au moins 30 au Canada. Hein. Ah. Je ne dis pas que c'est que la force Doc Martens. Mais donc je les aime beaucoup, je les mets avec tout, je les mets avec des pantalons, je les mets avec des jupes. Je parcours tous les castings des villes avec. Et du coup, tu les mets quand c'est l'hiver au Canada? Oui, parce que en fait, je ne veux pas investir dans des chaussures LED. Pas belle, tu sais, pas belle avec de la moumoute et... Donc je préfère un peu glisser, risquer ma vie tous les jours, au moins ça me fait un peu d'émotion. Et avoir ces chaussures-là que je trouve très cool. Et puis au final, je vais pas passer 10 heures dehors, donc tant qu'à faire. Oui, c'est sûr que par moins 30, on évite. Non, on évite, ouais. On marche au métro, on rentre et puis c'est tout, quoi. C'est mes chaussures préférées. Voilà. Et tu vas réinvestir dans des Doc une fois que celles-ci, elles seront définitivement décédées? J'avais des Doc Martens avant qui m'ont duré 8 ans, donc... Je suis un peu outrée, c'est pour ça. Mais j'aime tellement les plateformes que je pense que j'aurais du mal à revenir à un modèle plus bas. Mais j'adore Doc Martens, donc voilà. Okay. Et tu m'as dit que tu avais plein de bagues qui avaient des Oui, j'ai plein de bagues. Tu veux commencer par la main droite ou la main gauche? Allez, cette main-là. Ok. Donc la petite bague ici, c'est une bague que je me suis procurée au Canada, qui en fait est la même marque que la grosse bague du petit doigt d'à côté, qui est une marque nord-américaine qui s'appelle Mejuri, que j'aime beaucoup. Ensuite, sur ce doigt ici, le premier, c'était juste un jonc que je me suis offert un jour. La deuxième, c'est une bague que ma grand-mère m'a donnée, qu'elle avait elle-même achetée en France dans une exposition dédiée à la Corée du Sud. Wow. Il y a 40 ans. Elle me l'a donnée, donc voilà. Et celle-ci, que j'aime beaucoup, c'est une bague de famille avec mon nom de famille et une lettre d'un prénom de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'était à la base une bague de mariage qui date à peu près de 1930 ou 1920, qui a été ensuite montée en chevalière, qui a appartenu à quelqu'un dans ma famille que je ne connais pas, plus après à mon grand-père, qui me l'a offerte il y a à peu près 1 an et que j'aime beaucoup parce que mon grand-père l'a portée normalement au petit doigt comme on est censé les porter. Ses doigts un peu gonflés, donc il me l'a donnée et j'y tiens énormément. Elle est faite en 3 ors différents. J'aime trop les histoires des bagues. Oui, moi aussi, je l'aime énormément et puis surtout que c'est... Oui, c'est ça. Quand ils m'ont donné, j'étais là, non, je peux pas la prendre. Ils m'ont dit, si tu la prends et tout. Donc je l'aime beaucoup, j'ai très peur de la perdre, mais j'ai quand même envie de la porter tous les jours, donc je me gère. Ensuite, celle-ci, c'est ma soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire, que j'aime beaucoup. Celle-ci, c'est un jonc classique, ici. Et celle d'à côté, alors petite histoire, c'est une bague que mon copain m'a offerte au Japon.
comme symbole de notre amour. Oh, c'est trop Oui, mignon. en quelque sorte, si tu veux, des fiançailles, mais sans le côté classique du mot fiançailles. Okay. Donc voilà, c'est ma petite bague d'amour. Voilà. Et donc l'autre, elle vient du même magasin que la première? Du même magasin que la première, mais jury les deux et je l'aime beaucoup. C'est une petite chevalière aussi. J'ai toujours voulu avoir plein de bagues aux mains et j'adore. Pourquoi? Il y a une raison particulière? Je sais pas, j'ai toujours aimé avoir des bagues aux doigts et j'aime bien mélanger l'or, l'argent, les tailles, les modèles et je trouve ça génial. Et puis les gens posent des questions comme ça. Ouais. C'est quoi ça et tout. Et il reste un dernier bijou. C'est celui que tu as au nez? Ah oui, j'avais oublié qu'il était là. Oui, j'avais oublié qu'il était là. Donc c'est un anneau. Ça te dérange? C'est pas dérangeant pour ton métier de mannequin? Non, parce que je peux le flip. Tu le caches? Ouais, je le rentre dans mon nez. On va peut-être pas faire ça à la caméra, mais je le rentre dans mon nez. Donc au final, on ne se rend pas du tout compte que j'ai ça. Et surtout, parfois, certains clients ou directeurs de casting sont même intéressés à l'avoir parce que ça, c'est un petit plus. Donc on peut switcher, faire une photo avec, une photo sans, et puis. Donc pourquoi pas, je l'aime bien. En fait, je l'oublie, vraiment, littéralement. T'en as pas plusieurs, du coup, tu joues pas avec les différents septums? Pas celui-là et... En fait, j'ai toujours eu un peu de mal à l'enlever, le remettre. Donc je suis un peu stressée. Enfin, c'est un peu bizarre, mais je me dis, j'ai un trou dans le nez quand même, en plein milieu. Et je sais pas, je préfère laisser faire les pros. Donc j'ai lui, je l'aime bien. Avant, j'avais un anneau complet que j'ai dû enlever parce que pour mon métier, je peux pas avoir un truc qui bouge pas. Donc d'ailleurs, un truc assez marrant, si vous voulez une petite histoire. Un jour sur un tournage, il y a un petit bout de temps pour la NBA. J'avais fait un petit tournage et en fait, ils avaient oublié de me dire qu'il fallait que je l'enlève mon piercing. C'était celui avec l'anneau complet. Et j'arrive là-bas et panique parce qu'il y a quand même, c'est un grand tournage, il y a beaucoup de monde, il y a un gros budget, ils peuvent pas perdre de temps, ils sont à fond. Là, ils font oh my god, she has a piercing, oh my god et tout. Là, c'est la folie. Et finalement, ils me l'ont coupé avec une cisaille. Non. Ouais, comme ça. J'aurais dû demander. C'est pas trop impressionnant d'avoir une cisaille vraiment. Oui, mais en fait, ce qui me rassurait, c'est qu'ils avaient besoin de moi pour faire la pub. Donc, s'ils m'abîmaient le visage, leur tournage était terminé. Donc maintenant, je suis là. Au moins, il n'y a pas de problème avec et j'aime ça. Je pense qu'on a fait le tour, hein, je sais pas. Est-ce qu'on peut voir quand même le rapiècement de ta jupe? Ouais, bien sûr. Est-ce que vous le voyez là? Ah oui, on le voit juste à côté. C'est juste que, tant qu'à faire, je vais le rabibocher et puis on le voit pas. Et puis, on s'en fout, non? Oui, je suis assez d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Julia. Merci à vous, c'était vraiment chouette. Puis, je mettrai ton compte Instagram dans l'article et puis toutes les friperies dont on a parlé. Si vous êtes autour du monde ou que vous avez un voyage de prévu, n'hésitez pas à y faire un tour. Ouais, toutes les fripes. Ouais, et je pense que ce street style sera le conseil fripe dans les commentaires. Tu vois. Si vous habitez ailleurs, si vous n'habitez pas en France, mettez dans les commentaires. Faudrait créer un forum ou une communauté de fripes, tu sais, de fripeuses. Dans le monde. Ça n'existe pas ça, genre il n'y a pas des groupes Facebook ou... Je sais pas trop, j'ai pas regardé. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez. Marquez-le dans les commentaires. C'est ça qu'on fait normalement. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Julia. Merci beaucoup. Bisous. Bisous.